C'est pas l'IA qui va te trouver la super idée marketing ou la super idée de pub. Il y a 80% de ce qui a été dit dans Black Mirror qui aujourd'hui est en train d'arriver. Je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant quand j'ai un problème de me rendre compte que je ne parle pas à un humain. Qu'est-ce que tu fais? Si demain l'IA elle a la réponse parfaite. On ne peut plus vivre sans l'IA, mais en revanche, je pense qu'il est important de sensibiliser et puis surtout de cadrer tout ça. Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Alors, dans ce nouvel épisode, je retrouve mes associés, Ruben et Mélissa, fondateurs de l'agence Follow, et Mélissa, CEO de Ores Collective. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux invités exceptionnels. Le parrain du web, Frédéric Mazzella, fondateur entre autres de Blablacar, mais tu nous présenteras plus en détail aussi tes nouvelles activités. Et j'aurais dû commencer par elle, Yasmine Ouadi, qu'on appelle dans le secteur Madame Cybersécurité. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Tech Show. Et pour commencer, on va commencer par Yasmine. Est-ce que tu peux nous présenter tes activités? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation. On va pouvoir discuter d'un sujet très intéressant. Je pense que depuis l'année dernière, l'IA, c'est la grande thématique. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Donc effectivement, moi je m'appelle Yasmine Ouadi. J'ai fondé Risk Intel Group qui détient aujourd'hui deux sociétés. Donc Risk Summit qui est un événement B2B dans la cybersécurité. C'est un événement parisien. Et on a Risk Intel Media qui est un média spécialisé en cybersécurité, mais qui a pour vocation d'apporter la cybersécurité au-delà en fait des murs des experts de la cybersécurité. Donc de vulgariser, exactement. De simplifier la cyber. Voilà. Mélissa, la cyber, c'est quelque chose qui te parle? Évidemment, je pense que c'est un sujet majeur et j'ai hâte d'en savoir plus sur comment on pilote mieux une entreprise en intégrant ce sujet clé. Frédéric, bon, on ne te présente plus, mais bon, s'il y avait une ou deux personnes qui te connaissaient pas aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours, mais surtout les actus, parce que je crois qu'il y a pas mal de nouveautés depuis 2 ans. Alors, je suis entrepreneur, pour commencer. J'ai fondé, entre autres, Blablacar. Plus récemment, j'ai fondé une société qui s'appelle Dift, qui est un pont entre les entreprises et les associations. On permet d'aiguiller beaucoup de fonds vers des projets à impact social Dift, et environnemental. C'est un mix entre le don et le gift, c'est ça? Exactement, ouais. C'est la fusion du mot don et du mot gift. Donc, ça fait Dift. Et on permet aux entreprises de s'engager envers des projets sociaux ou environnementaux en impliquant leur communauté de clients ou de collaborateurs qui, eux, vont choisir de l'aiguillage des fonds alloués par l'entreprise. L'entreprise va dire, par exemple, qu'elle alloue 5 000 ou 10 000 ou 50 000 euros pour aller soutenir des projets à impact qu'elle choisit dans un périmètre. Et ensuite, les clients vont voter pour aiguiller cet argent-là vers des projets qui leur tiennent à cœur à eux. Alors ça peut être pour retirer du plastique des océans, pour ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, pour aider les plus démunis à se réinsérer, enfin voilà. Alors, tu nous as parlé de ton nouveau projet, mais tu es quand même le fondateur de Blablacar. Je crois que Blablacar, c'est la première licorne française, ou est-ce qu'il y a eu une licorne avant toi? Oui, je sais pas comment on définit exactement licorne, mais oui, en termes de valorisation. Valorisée plus d'1 milliard. Oui. Mais sur cette valorisation, moi, j'ai toujours une hésitation parce que tu sais, c'est un peu comme l'ombre de la Tour Eiffel, quoi. Ça dépend où est le soleil, quoi. Hein, la valorisation, ça bouge, tu vois, en fonction du contexte. Mais oui, plus ou moins, oui. Enfin, la première. Après, il y avait Criteo aussi, qui était juste à peu près en même temps que nous, qui était parti aux États-Unis, ce côté. Donc oui, enfin, on est dans les toutes premières. Bon, en tout cas, on est celle qui a levé, je crois, le plus de sous assez rapidement. D'accord. C'est combien de levées au total? Au total, c'est près de 500 millions, mais on a fait des levées à 100 ou à 200 millions. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, Mélissa, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise et aussi de ce que représente l'IA dans ton entreprise? Bien sûr. Alors moi, je suis directrice générale de Digital Prod, donc il y a une agence qui produit des assets digitaux pour les plus grands groupes. Et je suis aussi directrice générale de Ores France, donc qui est l'agence publicitaire qui accompagne de la même façon de grands groupes. Et alors évidemment, aujourd'hui, l'IA pour nous c'est un énorme accélérateur. Ça ne change pas le métier fondamental d'un directeur artistique typiquement, mais ça lui permet d'accélérer, ça lui donne une nouvelle manette. Je pense qu'on développera un peu plus par la suite. Tout Ores ça. Collective, combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est plus de 300. D'accord. Et mon ami Ruben, donc fondateur de Follow. Ravi d'être avec vous. Alors moi, je suis Ruben, je suis entrepreneur et cofondateur de l'agence Follow, plus particulièrement Follow Group depuis 2 ans. C'est un écosystème spécialisé dans l'influence, la création de contenu et l'image de marque. Et on va accompagner près de 100 créateurs de contenu en exclusivité, des personnalités publiques et des marques dans leur impact sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Follow, c'est à peu près 120 collaborateurs et une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'IA, effectivement, c'est un vrai sujet pour nous. Dans la création,
à proprement parler, mais aussi sur les créateurs de contenu. Eh ben génial, c'est passionnant. C'est le sujet dont on va parler tous ensemble aujourd'hui, avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, un peu de crainte pour certains. Est-ce que de nombreux emplois vont être détruits? Est-ce que nos business sont en danger? L'idée, c'est d'échanger sur tous ces sujets ensemble aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est de se poser la question de savoir comment on utilise l'IA aujourd'hui au quotidien, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Alors moi, à titre perso, j'utilise énormément l'IA. Je suis drogué à ChatGPT. Je dois même vous avouer que j'ai constaté que j'utilisais même plus ChatGPT que Google aujourd'hui. Alors, je vais vous partager quelque chose de personnel. J'ai fait un petit test sur ChatGPT. Tellement je l'utilise, il commence à bien me connaître. Et je me suis permis de lui demander ce qu'il pensait de moi. Et donc, je me suis rendu compte que ChatGPT répond à la question. Il m'a fait toute une analyse de ce qu'il pensait de moi. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de ma société aussi, ce qu'il pensait de notre groupe. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc moi, j'utilise l'IA au quotidien. J'utilise beaucoup d'outils. Par exemple, pour toutes mes prises de rendez-vous, j'ai 2 outils. J'ai soit Julie Desk qui va c'est une assistante virtuelle en full machine learning, intelligence artificielle, qui va se connecter à mon agenda, qui va proposer automatiquement des disponibilités donc à mes interlocuteurs, qui vont ensuite répondre. Et le rendez-vous va être pris avec les invitations envoyées. Ça fait gagner 1h30 par jour. Voilà, il y a un autre outil que j'utilise là. Alors, c'est nouveau et pour tout vous dire, je l'ai même conseillé à Mélissa qui l'utilise aussi. Ça s'appelle Plaude. Alors, ceci n'est pas un placement produit, quand même. Non, pas du tout. Donc, on n'est pas sponsorisé du tout par cette marque. Je ne connais pas du tout les fondateurs. Déjà, il y a un outil qu'on utilise beaucoup, nous. Ça s'appelle Fireflies. Fireflies, c'est un outil IA qu'on va connecter lors d'une visio et qui va écouter tout ce qui se dit pendant la visio et qui va faire un résumé. Et en fait, Plaude, c'est la même chose dans le physique. Donc aujourd'hui, Fred a un bloc et un stylo pour prendre des notes. Moi, si je pose mon Plaude ici et que je l'active, il va écouter tout ce qu'on se dit aujourd'hui et il va faire un résumé de ce qui s'est dit. Et Mélissa, tu vas encore plus loin, peut-être tu peux raconter, toi, où tu le mets carrément sur le portable. Tout à fait. En fait, on peut l'activer sur le portable. Il va écouter les conversations. Alors, je précise quand même qu'à chaque fois, il faut demander le consentement des personnes. Exactement. Et les informer que. D'ailleurs, je vous demande votre consentement. Je l'ai pas branché, mais je l'ai pas branché. Mais donc. Mais voilà. il est toujours allumé. Ça fait quand même peur. Ça fait peur. Parce qu'on se dit que la suite, c'est quoi après ça? Je suis très curieux de savoir ce que ChatGPT t'a dit sur toi, parce que tu as fait un teasing quand même. Je te partagerai. Moi, je partage tout avec ChatGPT. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de moi, puis après, on est passé à un autre sujet. Ouais, bon, moi, ce que je dis, c'est que je voulais savoir quand même. Alors, c'est déjà arrivé. Dès que le Tech Show dépasse 500 000 vues, je partagerai en bio ce que ChatGPT a dit de moi. Voilà. À 490 000, ça ne passera pas, je vous le dis tout de suite. À 500 000, aucun souci. Mélissa, au quotidien, l'IA? Toujours, tous les jours, plusieurs fois par jour, en pro, en perso. Alors moi aussi, j'ai demandé à ChatGPT. Mais on veut savoir. Quel était mon usage. 1 million. Là, c'est 1 million de vues. Moi, j'ai pas demandé, donc comme ça. Moi, il me dit que c'est mon sparring partner au quotidien, et en fait, il va m'aider à structurer, à analyser certaines choses, et des fois aussi, c'est mon coach en charge mentale. C'est-à-dire que quand j'ai trop de choses, je lui partage un peu tous les projets, tous les sujets que j'ai, et il m'aide à trier et à y voir plus clair. Et donc ça, c'est super utile. Et autre point, sur la partie perso, parce que ça, je l'ai fait récemment en vacances, comme on peut lui parler, en fait, à la fin de la journée que je passais avec mes enfants, je lui racontais ma journée en 3 minutes. Incroyable. Et puis en fait, il allait... et en fait, j'avais envie de lui partager des moments un peu clés de la journée, des petits... tiens, ma fille a trouvé une étoile de mer, et puis on a fait ci, on a fait ça. En me disant, comme ça, je vais faire ça tous les jours. Et à la fin, je pourrais me faire un petit livre, par exemple, que je pourrais donner à mes enfants. Et ça m'a pris 20 minutes. Et ça, c'est génial parce que ça change de l'album photo qui est très, très cool et que je fais souvent. Mais c'est le petit truc en plus que, voilà. Petite anecdote triste. J'ai lu ce matin dans un quotidien, qu'une personne avait divorcé, une femme avait divorcé parce que ChatGPT lui avait dit qu'il fallait divorcer. Elle a expliqué les problèmes et la conclusion a été il faut divorcer. Donc ça me fait penser aussi, parfois on a l'impression que les algos, que l'IA sont des dieux vivants. Il y a des gens qui ont eu des accidents parce que Waze leur a dit d'aller dans un ravin et que du coup ils vont dans le ravin. Donc voilà, à chaque fois, quand je parle de cet équilibre entre ce que ça peut apporter et les risques, faut toujours quand même rester prudent. Alors juste pour rebondir sur ton exemple, il y a eu des cas plus dramatiques. Il y a un jeune homme qui s'est
suite à des conversations qu'il a eues avec des IA. Donc c'est vrai que ça apporte des risques. Moi, je regardais un petit peu l'objet que tu as mis sur la table. Ça, c'est une crise d'angoisse pour quelqu'un en cybersécurité. Ah oui. Parce qu'en fait, ça pose question. Je ne connais pas l'outil, donc faut vraiment se poser la question de savoir en fait toutes ces informations qui sont collectées sont stockées où. Est-ce qu'elles sont protégées? Parce que si elles ne sont pas protégées, elles peuvent fuiter. Et donc, il peut y avoir des informations confidentielles liées à des réunions ou des choses qu'on ne veut pas peut-être voir sortir, se retrouver en place publique. Dans le cadre professionnel, on a ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire l'utilisation d'outils qui n'ont pas été approuvés par les équipes IT. Et ça, c'est un véritable problème pour les entreprises. Donc, ils font la guerre contre ça parce que utiliser des outils qui ne sont pas validés, c'est ouvrir aussi la porte à de potentiels risques. Quand Mélissa raconte, par exemple, sa journée avec ses enfants, etc., ces informations, elles vont où? Alors, les informations qui sont tout simplement ceux qui détiennent les IA. Donc, en fait, Chez OpenAI. Voilà. Et donc, ça, c'est contrôlé, il n'y a pas de risque de fuite, etc. Alors, typiquement, on pourra jamais dire que le risque zéro en cyberattaque existe. Ce n'est pas possible. On peut autant qu'on veut mettre en place des outils et des ressources humaines pour sécuriser une application, mais vous pouvez jamais dire à 100% que c'est sécurisé. Et je reprends le cas de ChatGPT. Prenons le cas de ChatGPT, je crois que c'était il y a 1 an et demi. Pendant 24 heures, en fait, vous savez, sur la gauche, vous avez tout ce que vous avez commandé, toutes les demandes. Et pendant 24 heures, c'était visible par tout le monde. Et donc, première réponse de la part d'OpenAI, ça a été de supprimer cette partie. Donc nous, en tant qu'utilisateurs, pendant 24 heures, on ne pouvait plus voir l'historique. Alors ceux qui avaient regardé dans les médias comprenaient qu'il y avait une attaque en fait en cours, une fuite, et donc ils ont enlevé cette partie-là pour essayer de contenir la fuite. Mais la réalité, c'est que même un outil comme ChatGPT, donc OpenAI, qui a quand même des fonds très très importants, finalement, on a eu une fuite. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ce qu'on remarque aujourd'hui en termes d'IA, c'est qu'on va chercher la performance. Donc en fait, on crée un outil performant et on se pose la question de le sécuriser par la suite. Donc ça, voilà, on a des outils très performants, pas nécessairement très sécurisés. Et pour le cas d'OpenAI, si je ne me trompe pas, ils ont pris un directeur de la cyberdéfense, d'ailleurs très haut placé aux États-Unis, mais 1 an ou 1 an et demi après l'ouverture de l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont posé la question de la sécurité 1 an et demi après avoir injecté cet outil sur le marché et qui a été utilisé par des millions de personnes. Donc juste ce que tu dis, c'est que si par exemple Mélissa est assidue pendant 20 ans et tu racontes toute ta vie à ChatGPT pendant 20 ans, il est possible qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre ait accès à ces informations. Et que tout le monde soit au courant que sa fille a trouvé une étoile de verre. On a toujours vous avez toujours un risque de fuite. C'est quelque chose. On le dit toujours. Le risque zéro n'existe pas. Et c'est pour ça que quand on utilise ces outils, il faut toujours se poser la question de savoir très bien ce que j'y mets. Est-ce que ça me dérange ou pas d'avoir ces informations demain sur l'espace public? Si c'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, se demander est-ce que c'est vraiment pertinent de l'injecter. Je voudrais qu'on parle des ransomware. Donc, les systèmes d'information sont bloqués. Et le hacker envoie un email en demandant une rançon qui peut être assez élevée. Et donc là, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Si on la paye, quel est le pourcentage de chances qu'ils rétablissent? On est en train de dealer avec des criminels. Donc c'est pareil qu'un hold-up dans une banque. C'est exactement le même principe, juste c'est digital. Donc vous avez jamais la garantie qu'on va vous donner vos otages. Statistiquement, donc là, mon système d'information est bloqué. Ça me coûte, 200 000 par jour de pas pouvoir travailler. Il me demande 200 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu vois, moi, ma question, je la poserai autrement. Normalement, vous avez mis en place un plan de continuité d'activité. Ça, c'est des choses qui se passent avant qu'on ait une cyberattaque. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, une cyberattaque, ça aura lieu. Donc, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que je fais le jour où j'ai une cyberattaque, comment je dois réagir à ce moment-là. C'est quel est mon plan de continuité d'activité qui permet justement d'avoir une continuité en attendant que je puisse prendre en charge cette partie-là. Et ça, c'est tout un plan qui se met en avant. Et donc, tu as des experts qui se déplacent justement sur ta crise. Tu as un handbook avec les différentes étapes, les personnes à contacter, les différentes choses à faire. Et c'est ça qui doit être primordial. C'est pas. Alors, moi, je te dirais, de toute façon, il y a aucun expert en cybersécurité qui te répondra. Il faut payer la rançon. Tu n'auras pas la garantie, c'est-à-dire que c'est possible qu'on te la redonne, ton accès, comme c'est possible qu'on ne te le donne pas. Et c'est possible aussi qu'on t'identifie comme une potentielle cible qui paye et qu'on se dise, c'est une personne. Je vais revenir. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que on dit toujours, ne payez pas une rançon. C'est le premier conseil à donner. Et puis surtout, préparez-vous à ce genre de situation. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous permettre en fait de contenir et de vivre au mieux une cyberattaque. Et aujourd'hui, il se trouve que les comités de direction sont suffisamment sensibilisés à ce type d'attaque. Enfin, toi qui fréquentes beaucoup d'entreprises, quel est ton niveau de maturité sur le sujet? De plus en plus. De plus en plus aussi parce que ça devient de plus en plus médiatisé. D'où le rôle aussi des médias dans cette question-là. On prend l'année 2024. Mais il y en a eu tellement des fuites de données. Et donc, forcément, on a une prise de conscience. Comme je le disais, les grands groupes, c'est pas une question. Aujourd'hui, même les budgets qui sont mis à disposition sont conséquents. Après, vous rentrez sur les TPE-PME. Et c'est là
où vous en avez qui en ont complètement conscience. Vous avez celles qui ont eu une cyberattaque et qui ont survécu et qui se reposent plus du tout la question. Puis vous avez toujours une partie qui vous disent « je ne suis pas concerné ». Et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, c'est les plus concernées en réalité, tout simplement parce qu'elles sont utilisées comme des chevals de Troie. Ça sert à rien d'aller attaquer une entreprise du CAC 40. Vous prenez AXA, vous prenez BNP, mais ils ont mis des millions sur la table pour se protéger. Ils ont ce qu'il y a de mieux sur le marché pour se protéger. Donc pour pouvoir attaquer ces entreprises, on va passer par une plus petite entreprise qui, elle, finalement, n'a pas sécurisé son système d'information, mais qui est prestataire. Et donc au final, ces petites entreprises sont des cibles de choix. Ruben, alors toi, ton usage au quotidien de l'IA, tu nous as pas répondu, parce que je sais que tu utilises beaucoup. Et pareil, au sein de ton entreprise. Alors moi, sur le plan perso, j'utilise évidemment l'IA depuis pas si longtemps, depuis 2-3 mois. Ah oui, c'est vraiment. Ouais, c'est récent. En fait, j'ai entamé un régime sportif. Et c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable parce que pour le coup, t'as l'impression vraiment de parler à quelqu'un, un coach qui, avant, j'avais un coach personnel en ligne que je payais tous les mois et en fait, c'est pareil, voire mieux. On a vraiment quelqu'un qui a l'impression de te connaître, qui te répond, qui te donne des astuces. Tu dis ce que tu as mangé, je prends une photo de mon frigo. Il a réussi à me trouver un aliment que moi, je n'avais pas vu, en me disant, tiens, tu devrais penser à mettre du yaourt 0%. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, je lui parle de ça. Je suis moins dans les sentiments, je suis moins dans... Tu t'en fous de savoir ce qu'il pense de toi? Non, je suis moins là-dedans. Non, parce que je pars quand même du principe que je parle à un robot et j'ai un peu de mal avec ce truc de... pour moi, il n'y a pas d'âme en fait. Je me laisserai pas berner sur le fait de dire que je parle vraiment à un humain où il y a une âme, une sensibilité. Et du coup, sur le travail, ça me pose ce problème-là. Je te rejoins complètement sur le fait que moi, certains mails, il va m'aider à les raccourcir, mais tout ce qui est création, j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis en brainstorming avec mes équipes sur la communication de follow, par exemple. Et en fait, on va brainstormer et moi, il y a mes équipes en face de moi et en fait, je vais essayer de les alimenter et à un moment donné, je lève ma tête, ça fait une minute que je parle et je les vois tous comme ça. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Les 3 étaient sur ChatGPT. Pour trouver des idées. Et ça me pose problème parce que moi, je pars du principe que, en fait, je trouve que, alors t'as dit sparring partner, ouais, c'est le bon mot, mais je dirais plus assistant plus, parce que, il y a un niveau qu'aujourd'hui, ChatGPT n'a pas, c'est tout ce qui va toucher à la création, à la vision. Et ça, pour moi, je trouve ça dangereux de le laisser à ChatGPT. C'est nous qui devons avoir la vision, c'est nous qui devons avoir la direction. Et effectivement, ChatGPT va t'aider et va te faire gagner du temps, va automatiser, mais il faut pas confondre les deux. Et ça, pour moi, c'est le risque sur le plan professionnel. Faut pas tomber là-dedans, quoi. Donc là, en fait, si je comprends bien, ChatGPT a un peu remplacé ton coach sportif. Ouais, de nutrition plus, parce que sportif, j'ai du mal à me battre avec ChatGPT, mais mon coach de nutrition, effectivement, il l'a complètement remplacé. Ouais, alors je suis partiellement d'accord avec ce remplacement parce que moi, quand même, qui ai vu certains nutritionnistes, j'ai besoin quand même qu'on me mette une vraie pression, d'avoir un humain, tu vois, qui te met cette pression, peut-être que tu la ressens moins avec une IA. Alors c'est vrai qu'il y a ce truc-là où j'ai quand même l'impression que, alors peut-être j'ai jamais fait le test, mais je pense pas que ChatGPT va lui-même te faire des relances, sauf si tu lui demandes. Mais si tu lui demandes d'être strict et de lui-même te faire des relances, je pense qu'il a la capacité de le faire, mais j'ai l'impression qu'il peut faire ce travail quand même. Bah, alors justement, on pourrait parler de tous ces métiers qui vont se faire disrupter par l'IA. Est-ce que dans votre activité professionnelle, vous avez certains métiers ou certains emplois qui vont disparaître au profit de l'IA? Alors peut-être Fred, dans tes diverses entreprises, est-ce que Blablacar déjà va se faire disrupter par l'IA ou Dift? Non, je pense que c'est un accélérateur, comme le disait Mélissa tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense au code. Grâce aux outils d'assistance au code, on va beaucoup plus vite. On gagne à peu près 30% d'efficacité. Et ça, même quand on est très bon codeur et qu'on est très concentré, on fait toujours des petites fautes. Bon, bah ça, l'IA va beaucoup plus rapidement écrire des choses. Et puis écrire des choses généralement, en tout cas sans faute d'inattention. Donc ça fait gagner du temps. Après, sur ce qui est génération de visuels aussi, pour ne serait-ce que toutes les campagnes marketing qui sont envoyées aux communications. Bon, aujourd'hui... c'est un sujet que connaît bien oui, tout à fait. Avec les outils de génération d'images en graphique, tu gagnes quand même beaucoup de temps. Alors, il faut toujours quand même avoir la bonne idée, hein. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui va te trouver la super idée marketing ou la super idée de pub. En revanche, une fois que tu as l'idée, il va te permettre de faire une exécution assez sympa, surtout de faire des tests.
peut avoir 3-4 tests à chaque fois, et puis itérer comme ça, progresser vers quelque chose de mieux. Donc, est-ce que tu es inquiet pour tes business avec l'IA? Est-ce que tu penses que... Non, je pense qu'on va tous accélérer en même temps. Après, il y a tout ce qui est service client aussi, qui est beaucoup optimisé grâce à l'intelligence artificielle, qui permet d'aller chercher les bonnes infos au bon endroit et de répondre immédiatement dans les 5 secondes. Ouais, mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, en tant que client, je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant quand j'ai un problème de me rendre compte que je ne parle pas à un humain et que je. Mais non, mais il faut le dire. Enfin, je dis. Non, mais tu peux pas. Ah. Il faut que l'entreprise le dise. Je leur dis. Non, mais oui, mais en fait, c'est en tout cas, quand t'as réellement un Je problème. suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, je demande, est-ce que pouvez-vous me passer un humain? Je demande à l'IA, est-ce que je peux parler à un humain? Ouais, alors moi j'ai une question. Si demain tu as le choix entre un humain et une IA qui anticipe tes besoins dans le cadre du service client, qu'est-ce que tu fais? Si demain l'IA elle a la réponse parfaite. Oui, mais évidemment que je préfère. En fait, je veux une réponse à mon problème. Et le problème, il est quand tu te rends bien compte que l'IA ne capte pas ce que tu es en train de demander et que c'est redondant. Je trouve que l'image perçue par le customer sur l'entreprise est catastrophique. Parce que je dis, mais vous comprenez pas ce que je dis, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Donc, soit il t'envoie chier et du coup, ça marche pas. Et là, bah, t'as pas ta réponse. Et tu vas sur les réseaux sociaux pour parler. Là, à la fin, t'as quand même un truc qui te dit, êtes-vous satisfait de la réponse? Oui, non. Si tu dis non, à ce moment-là, oui, c'est vrai. Et surtout, les IA pour les bots, moi, j'avais vu une étude qui montrait que ça avait amélioré de 50% justement le service client. Je pense que c'est là pour filtrer. C'est pas là pour répondre. Ça, on revient un petit peu à ce qu'on se dit depuis le départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour remplacer tout à fait l'être humain, on est là pour le soutenir. Donc là, c'est un peu je donnerai l'exemple du SOC, t'en parlais tout à l'heure, l'utilisation de l'IA, c'est juste de filtrer. C'est-à-dire que dans un premier temps, on voit si finalement on peut pas t'apporter une réponse parce que ta question, elle est simple, on peut y apporter. Et à la fin, on te le dit, est-ce que vous voulez, en tout cas, c'est mon cas, on me dit, est-ce que vous souhaitez parler à un être humain? C'est ce qu'on me propose. Et quand je vois qu'elle a pas répondu à ma question, effectivement, je demande à être redirigée. Mais ça permet de filtrer parce que sinon, c'est vrai que vous avez de tout et n'importe quoi. Vous avez le gars qui vous dit où je trouve ma facture sur la plateforme. 100%. Ça, c'est une réponse facile. Et à l'inverse, en tant que client, c'est vrai que quand t'as une question hyper simple, tu sais que la réponse doit être simple. Et qu'il faut que t'attendes, je sais pas combien de temps que quelqu'un réponde. Là, t'es content d'avoir la réponse dans les 5 secondes, quoi. Ah, bien sûr. Et si Blablacar n'existait pas et que tu devais il faudrait lancer aujourd'hui. Il faudrait l'inventer, bon, tu serais là. Mais comment tu intégrerais l'IA? Est-ce que tu penses que ça se développerait beaucoup plus vite? Enfin, est-ce que tu t'es déjà dit, si aujourd'hui je lançais Blablacar, j'avais l'IA? Si on démarrait aujourd'hui? Ouais. Non, je pense pas. Parce que, en fait, aujourd'hui, sur Blablacar, l'IA va vraiment venir optimiser certaines choses et c'est déployable au sein de la plateforme construite. Il n'y a pas un changement de paradigme tellement fort au démarrage que la conception de la plateforme globale sera différente. Parce qu'in fine, un Blablacar, ça reste une mise en relation entre des vrais gens. Et ça, de toute manière, il faut un système de mise en relation. C'est pas forcément l'IA qui apporte une avancée significative dans ce domaine-là. Ça apporte, comme je l'expliquais, sur le code, sur des images, sur le service client, sur éventuellement trouver les bons points de rencontre, tu vois, ou enfin anticiper peut-être sur la base des données qui ont été générées par le covoiturage, quelles sont les meilleures conditions pour faire du covoiturage. Mais ça, il faut déjà la plateforme de mise en relation pour le faire. Et je me dois de rebondir sur la partie marketing et effectivement images générées. Moi, mon point de vue en tant que directrice d'agence de pub, c'est que les images que tu vas générer, elles sont relativement mainstream d'une certaine façon, et que le jour où tu vas vouloir aller chercher finalement, tu vois, la rupture ou le décalage ou la vision qu'un humain ou l'émotion qu'un humain va pouvoir t'apporter, ça va être, enfin, tu vois, les images générées par l'IA, elles vont être très bien, mais ça créera pas le décalage. C'est une sorte de nivellement par l'IA, quoi. On va dire. C'est-à-dire que il faut garder des créas avec une vision, il faut garder des créas. Tout à fait. Après, vu la rapidité d'évolution, tu vois, c'est ça le truc. On est peut-être entre deux eaux là aujourd'hui, et tu vois, on disait pareil sur les échecs. Voilà, les machines battront pas les Kasparov et Kasparov. Alors là, tu parles d'un sujet qui me parle parce que je suis passionné du jeu d'échecs, mais ça a pas non plus arrêté les compétitions internationales, et on continue. Non, mais en termes de niveau. En termes de niveau, mais par contre, on continue de jouer. Ouais, mais on regarde pas un championnat entre deux machines. On va quand même regarder Magnus Carlsen jouer. On va regarder les grands joueurs plutôt que les IA. Donc ça n'a pas non plus. Et au contraire, d'ailleurs, depuis le lancement de chess.com, depuis l'accélération avec l'IA, le jeu d'échecs est de plus en plus populaire.
Et je crois que là, on bat tous les records de jeux d'échecs en ce moment. Oui, alors je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de l'implication de tout le monde sur un jeu ou sur la créativité, et il y a la question de l'efficacité et de qui gagne, entre guillemets, ou qui produit la meilleure chose. Mais clairement, depuis de nombreuses années, aux échecs et même maintenant aux jeux de Go également. Voilà, c'est plié. Donc là, en images, on parlait de la qualité des images ou de la pertinence des images générées. Je sais pas si on n'est pas entre les deux, ou effectivement il y a encore beaucoup d'ajouts émotionnels que l'humain peut apporter. Encore quelques années, mais on ne sait pas dans quelques années. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que autant du point de vue du texte, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Ruben, on n'a pas encore réussi à mimer, je pense, l'esprit humain, le raffinement humain. Et ça se voit, un texte écrit par IA, et c'est horrible. En revanche, sur l'image, moi, je pense qu'on a quand même réussi à créer des émotions avec des images. Et il y a justement eu un cas aux États-Unis où un créateur, en fait, a généré une image avec IA, avec différents outils, a posé cette image dans un concours de photos et a gagné. Moi, je pense que la vraie question par rapport à la génération d'images, ça va être plutôt les questions de droit d'auteur. Parce que forcément, ces IA, et on le répétait au début, en fait, elles ont des bases de données. Elles s'inspirent de données qu'on leur a données. Et elles vont s'inspirer de styles, d'artistes, d'images. Et en fait, typiquement, dans le cadre de cette image-là, il y a eu tout un procès par la suite parce qu'on lui a demandé de rendre le prix en indiquant que son image n'était pas une image générée par un être humain, qu'elle était donc la résultante, en fait, de produits d'autres artistes dont l'IA s'était inspirée pour alimenter, en fait, sa base de données. Et là, va vraiment se poser la question. Donc ça va dépendre, je pense, des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où ça va très bien s'imbriquer. Par contre, le secteur artistique, de photos, de génération d'images, de graphisme, pour moi, ça va être un souci. Des artistes, alors. Ça peut, je pense que ça peut le devenir si on ne cadre pas bien, en fait, l'utilisation de ces IA, parce qu'au final, elles récupèrent des données d'artistes au préalable. Et c'était Miyazaki qui, il y a 9 ans, avait dit, c'est la mort de l'être humain. Mais c'était avant même Midjourney et ChatGPT. Mais quel mérite tu donnerais à la personne qui a gagné ce concours? Tu sais quoi, lui, il va te répéter, j'ai mis des heures et des heures de travail, j'ai dû travailler mon prompt, j'ai travaillé mon prompt. Après, d'ailleurs, il a donné une explication, il a dit, je n'ai pas juste utilisé un seul outil, c'est-à-dire qu'il y a un premier outil, par exemple, Midjourney, qui a généré une image que j'ai après plugué dans un autre outil, puis dans un autre outil, et c'est tout un processus de travail. Donc, vous voyez, c'est là où ça devient très, très flou, et je pense que, et de toute façon, les artistes, justement, s'en plaignent beaucoup, se posent la question de quel est l'avenir de leur métier, quand aujourd'hui, on en vient finalement à ne plus utiliser Getty, qui est une base de données d'images, sauf qu'à l'époque, t'as vu comment on parle? Il y a 6 mois. À l'époque, voilà. Mais pour dire que Getty, typiquement, à chaque fois qu'on récupérait une image, l'artiste ou l'auteur de cette image recevait des sortes de royalties dessus. Aujourd'hui, on génère une image. Ruben, comment ton métier peut être disrupté? Les créateurs de contenu, les créateurs virtuels, les avatars. Les influenceurs virtuels. On en parle beaucoup. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché des influenceurs virtuels, il est estimé dans le monde à 6 milliards de dollars aujourd'hui. D'ici 10 ans, on l'estime à 180 milliards de dollars. Donc forcément, nous, chez Follow, on se pose la question de se dire, OK, il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on regarde s'il y a un avenir là-dessus et s'il y a une opportunité business pour Follow. On a quand même une vision assez claire chez Follow, c'est que la base de l'influence, c'est quand même l'authenticité. C'est ce que tu racontes, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'être humain. On a reçu sur la première session du Tech Show, Je ne suis pas jolie. Quand on l'écoute parler, on comprend très vite que c'est ce qu'elle raconte. Et c'est en fait l'âme qui est derrière qui fait que les gens sont engagés, la suivent au quotidien, suivent ses conseils, etc. Donc, nous, chez Follow, alors même si, je te prends d'exemple de talents comme Lil Mekela, par exemple, qui est une influenceuse virtuelle, elle a fait 10 millions d'euros en un an. Sur 2024, c'est quand même colossal pour un créateur de contenu. Donc on se rend bien compte qu'il y a des créateurs virtuels qui fonctionnent, mais c'est vrai que moi je suis un peu mitigé parce que nous la vision c'est vraiment de se dire l'influence doit aller de pair, en tout cas les créateurs de contenu doivent aller de pair avec l'authenticité. C'est obligatoire. S'il n'y a pas d'âme derrière et s'il n'y a pas une vraie personne qui raconte son histoire, je ne vois pas comment on peut réussir à influencer une communauté. Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Alors, moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser à chacun, parce que quand je vous écoute, je vois qu'il y a des opportunités, mais qu'il y a peut-être aussi quelques menaces. Alors, est-ce que vous pensez que l'IA, c'est une opportunité ou c'est une menace pour votre business et pour de nombreux business en général? Je vois surtout une menace pour notre capacité à réfléchir seul. Voilà, avec ce que tu racontes, on parle d'influence. On sait que, évidemment, on se construit par l'influence de notre environnement.
si on se retrouve à être influencé par des machines, je sais pas bien à quoi ressemble le futur en fait. C'est ça qui est difficile. D'ailleurs, j'ai lu récemment, je sais pas si c'est vrai ou si c'était une blague, mais que un très grand réseau social que je vais pas nommer a décidé a dit ouais, les Américains ils ont 3 amis en moyenne, mais ils aimeraient en avoir 15. Il y a pas de problème, on va créer les 12 autres en intelligence artificielle. Donc tu vas te retrouver avec des amis qui ne sont pas des humains, à qui tu vas pouvoir envoyer, je sais pas, des messages, et puis tu vas te retrouver à être influencé par 12 amis. Tu vas peut-être choisir tes amis, à la limite, tu vas choisir des différents profils, et tu vas te retrouver influencé par cette foule d'amis, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, je pense, tu vois, dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Voilà, on est influencé par les gens qu'on fréquente, ça c'est sûr. Mais là, c'est plus des gens, c'est des machines, donc je sais pas où on va. Tout ça me fait penser à la série Black Mirror. C'est vrai que je crois qu'elle est sortie, c'est combien, quelques années quand même, Black Mirror, ça fait pas 7-8 ans que ça a dû sortir. Et ça, je pense qu'il y a 80% de ce qui a été dit dans Black Mirror qui aujourd'hui est en train d'arriver. C'est quand même dingue. Et donc, pour toi, tu vois plus de menaces que d'opportunités avec l'IA? Non, alors, encore une fois, je vois beaucoup d'opportunités, mais je pense qu'effectivement, il faut avoir la présence d'esprit de mettre la limite. Tu vois, enfin, alors, créer pour expérimenter, pour rigoler des amis en IA, tu vois, c'est bon, ça peut être sympa, mais se retrouver avec une situation dans laquelle ça devient un outil d'influence globale qui, pour le coup, peut être piloté par ailleurs, là, je pense que c'est extrêmement dangereux, ouais. Donc, Mélissa, pour toi, menace ou opportunité d'IA? Ouais, alors moi j'allais dire que je vois toujours le verre à moitié plein, mais quand j'entends Frédéric, je le rejoins et effectivement, ça laisse extrêmement songeur et il faut continuer de garder le contrôle et de savoir pourquoi on va sur l'IA, qu'est-ce qu'on vient chercher et qu'on ne se fasse pas absorber. Parce que c'est vrai qu'on peut facilement être attiré. Non, en vrai, ça permet plein d'outils pour être plus efficace, plus stratégique, plus pertinent dans certains leviers business. Après, est-ce qu'on va garder le contrôle? Pour moi, je fais un peu le parallèle avec les réseaux sociaux quand c'est arrivé. Alors, les réseaux sociaux dans une moindre mesure par rapport à l'effet IA, mais où tout le monde savait pas vraiment comment l'appréhender. Et en fait, à la fin, il faut sensibiliser les plus jeunes générations. Là, il faut sensibiliser au risque de l'IA sur la façon d'être et la façon de pas aller vers la flemme. Et vraiment de garder le contrôle. Je pense que c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire que faut le voir comme un outil d'efficacité, de productivité accrue. L'IA, c'est vraiment formidable pour ça. En revanche, voilà, il faut pas que ça nous anesthésie le cerveau. Mais on sait que c'est ce qui va se passer. Il faut lutter contre ça. Oui, mais regardez, si on remonte 20 ans, 30 ans en arrière, et qu'on est à la même table et qu'on parle d'Internet, on aurait pu avoir la même discussion, mais aujourd'hui, quand on a une question, on n'ouvre pas un livre. On tape sur Google. Et il y a 10 ans, exactement pareil avec les réseaux sociaux, la même conversation, faut faire gaffe à la flemme, etc. Aujourd'hui, on regarde nos temps d'écran. C'est la moitié de la journée qui est bousillée parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Mais tu connais pas moins de choses. Tu vois, ça n'a pas... Enfin, moi, je trouve que, justement... les jeunes, je pense qu'ils connaissent moins de choses. Ta capacité à aller fact-checker à peu près tout, à aller chercher des informations sur tout, te nourrit quelque part, nourrit quand même ta réflexion, c'est-à-dire déjà au lieu de dire je crois que à un moment tu sais, alors ça pose la question de la source. Je pense que la vraie question sous-jacente à tout ça, ça va être que croire, qui croire, et quelle source parle et comment je peux être sûr que cette source-là raconte pas n'importe quoi. Ça c'est extrêmement important. Et c'est un vrai sujet avec les médecins. J'ai vu un médecin qui a publié un TikTok récemment et qui a raconté que maintenant tous les patients viennent le voir, ils ont tout regardé sur ChatGPT avant et ils sont pas du tout d'accord avec le diagnostic. Ils disent ça remet en cause aussi le savoir des avocats, mais également des médecins. C'est-à-dire normalement quand on va voir un avocat, c'est lui qui a le savoir, on n'est pas censé s'y connaître et donc du coup peu importe ce qu'il dit, on l'écoute. Là maintenant tout est vérifié, toutes les professions de conseil, on peut vérifier tout ce que le praticien peut dire. C'est quand même fou. C'est ce que tu dis, c'est que là il y a un sujet de source où aujourd'hui les réseaux sociaux avec le snack content, donc mais d'ailleurs la question se pose aujourd'hui, c'est même pas snack content, c'est aussi peut-être des contenus générés par l'IA où en fait comme on a besoin, en fait il y a une flemme qui est en nous, en fait la jeune génération est habitée par une flemme énorme où tu vas aller sur ton téléphone, tu vas regarder le contenu le plus court qui soit, donc tu rentreras absolument pas en profondeur et tu auras l'impression, c'est ça le danger, l'impression de connaître le sujet parce que tu as vu la vidéo de 15 secondes. Donc tu dis c'est bon, je le sais. Et tu vas
avoir l'impression d'avoir la connaissance sur le sujet et en fait absolument pas. Tu rentres moins dans le fond des choses. Tu rentres pas moins, plus du tout dans le fond des choses. Ouais, pour moi, d'où la nécessité de faire des cours d'esprit critique. Enfin, pour moi, ça devient une matière fondamentale par rapport à tout ce qui arrive. 100%. Pour faire penser, faire réfléchir les jeunes générations et d'ailleurs les adultes aussi, sur pourquoi on fait les choses, comment on va vérifier une source, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Enfin, maintenant, ça devient vraiment une nécessité. Est-ce que vous pensez que l'école est bien adaptée aux défis qui nous attendent avec l'IA? Est-ce qu'on éduque bien les enfants? Est-ce qu'ils sont prêts à gérer tout ça? Non, moi je ne pense pas. Déjà pour la cybersécurité, on se la pose. Typiquement, la cybersécurité, ça touche tout le monde. Et on n'a pas encore des cours dans le jeune âge sur comment utiliser les réseaux sociaux, comment se protéger, quelles sont les données à partager, à ne pas partager, est-ce qu'une photo peut être réutilisée. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des images en fait qu'on collecte de vous, surtout aujourd'hui avec l'IA. Les deepfakes, c'est très facile à produire. Alors vous avez les deepfakes qui sont très marrants, on retrouve un président, un ministre en train de danser sur une musique et on rigole. Mais après vous allez avoir justement ces outils qui vont être utilisés pour faire de la fraude. Et pour aller plus loin, on le sait très bien, il y a des photos d'enfants qui sont mis sur les réseaux sociaux des parents qui sont réutilisés dans des cercles de pédocriminalité, donc c'est catastrophique, vous voyez. Et ça, les gens n'en ont pas conscience, et les enfants non plus. Donc c'est vrai qu'il y a une autre arnaque qui est très connue, ça me fait penser, c'est l'arnaque au président. Oui. Et donc c'est le fait. Alors maintenant, j'ai vu qu'avec l'IA, ils peuvent imiter la voix du président. Donc on reçoit un appel du président avec sa voix. Je crois même qu'ils arrivent à le faire même en visio maintenant. Donc ils vont faire une fausse vidéo du président qui va appeler le directeur financier et qui va lui demander de faire un virement. Je vais vous raconter une histoire qui s'est produite il y a pas longtemps, qui est un cas d'école pour le cas des deepfakes. Donc ça s'est produit à Hong Kong. Donc c'est un monsieur, un salarié qui reçoit un mail pour l'inviter à une réunion Teams, Microsoft, ce que vous voulez. Il s'y connecte parce que finalement ça a l'air très légitime, ça vient de l'entreprise. Il s'y connecte et là il voit deux de ses collègues. Donc jusque là il y a aucun souci puisque il les voit, il les entend, c'est le bon visage, c'est la bonne voix. Et on lui dit dans cet entretien, cette réunion-là, qu'il y a un virement de 26 millions de dollars à faire très rapidement parce que c'est urgent. Et il a fait les 26 millions. Wow. Ça fait mal. Il a viré cet argent et en fait, c'était des cybercriminels, donc qui ont tout simplement récupéré, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous savez, quand on enregistre, là vous me parliez d'enregistrer vos réunions, en fait, qui sont tombés sur des réunions, des archives de réunions, des archives de vidéos et qui ont du coup pu répliquer la voix, répliquer le visage. Donc c'est très très dangereux. On voit que la conséquence elle est énorme, c'est 26 millions dans la nature, c'est pas des petites sommes. Donc non seulement il y a on voit un petit problème de process quand même dans la boîte. Complètement. Tu sais quoi, tout à fait. Moi j'en ai discuté avec des experts en cybersécurité et ils ont tous été d'accord pour dire bon, ok, on a utilisé des deepfakes pour faire de la fraude et arnaquer quelqu'un. En revanche, comment c'est possible dans une entreprise que quelque part 26 millions se fasse en un bouton qui est pas plusieurs échelons. Donc tout à fait d'accord. Et ça revient à ce que je disais au début quand je disais que c'est pas que l'outil ou que la sensibilisation, qu'il y a un ensemble de choses à mettre en place et les process, de bons process et de bonnes politiques de cybersécurité interne, ça en fait partie. Déjà, commencer par, tu sais, comme sur les coffres-forts, avoir 2 clés, puis il faut 2 bonhommes pour ouvrir le coffre, enfin tu vois. Pas avoir une seule personne qui est capable de faire ce genre d'opération. Double identification. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, on est très présent. On a tous une présence numérique en fait. Donc on a tous des images, des photos, des vidéos qui peuvent par exemple, cet entretien dont qu'on est en train de faire, c'est pareil. On a tous nos voix, nos images qui vont être sur Internet, j'imagine. Ça crée des risques. Et donc, je pense qu'il est important de commencer à sensibiliser les gens dès le plus jeune âge, surtout que l'âge moyen d'accès au téléphone pour les enfants, c'est 9 ans maintenant. C'est très très jeune. C'est-à-dire qu'à 9 ans, ils ont un téléphone connecté, un téléphone sur Internet et un téléphone sur lequel ils peuvent mettre des infos, utiliser des réseaux sociaux et autres. Donc, pour moi, on n'est pas du tout prêt parce qu'on n'a même pas déjà commencé à sensibiliser à la cyber. Alors, encore moins l'IA qui est quelque chose quand même pour le grand public de nouveau, parce qu'en cybersécurité, tous les experts vous diront ça fait longtemps qu'on l'utilise. Mais dans la manière dont on la consomme quotidiennement, ça reste nouveau. J'ai l'impression que les entreprises non plus ne suivent pas et qu'il y a un écart entre d'un côté les avancées technologiques et de l'autre les adoptions par les entreprises. Et j'ai l'impression que il y a une nouvelle version de ChatGPT qui est sortie et que les entreprises elles ont même pas encore adopté la première, qu'il y a déjà un nouvel outil qui sort et qu'elles sont un petit peu dépassées. C'est ce que je voulais dire justement tout à l'heure quand on parlait des IA et de l'utilisation par les entreprises, et j'expliquais justement ça va dépendre de la taille et de la maturité de l'entreprise. Et vous avez des grandes entreprises aujourd'hui qui ont commencé à développer des IA en interne. Parce que se rendant compte qu'il est impossible d'empêcher les collaborateurs d'utiliser des outils qui sont utiles. Ça veut dire qu'on utilise leur chat GPT interne. Exactement, comme ça c'est en interne. Bien sûr. Et ils ont la main sur la donnée et ils ont la main sur l'utilisation. Nous, on a développé un chat GPT interne. Il s'appelle Ed. Donc on l'a développé et effectivement c'est pour pas sortir de données à l'extérieur et avoir la main sur notre donnée. Moi, et puis on la custom avec des fonctionnalités qui nous permettent
d'être plus productif. Alors, Ruben, toi, l'IA, dans ton business, tu vois ça comme une opportunité ou une menace? C'est ce que je disais. Il faut quand même se rendre compte que nous, on nous présente ici, en parlant d'avatar et de créateur virtuel, un influenceur, un créateur qui ne tombe pas malade, qui est tout le temps disponible, qui ne dort pas, qui peut faire 2 collaborations au même moment, qui n'arrive pas en retard, en fait, qui est parfait. Donc, en termes de potentiel business, c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est vrai que tu peux vite te dire, putain, peut-être que dans 10 ans, c'est que des créateurs virtuels qui vont être face à nous et qu'on va suivre sur les écrans. Le seul truc qui me retient aujourd'hui, c'est de me dire que en fait, il y a l'authenticité qui nous retient et qui fait que on suit un créateur parce qu'on le connaît, on l'a déjà croisé, on est fan de lui, il a une histoire et on connaît son père, on connaît. C'est ça aujourd'hui qui retient le truc et qui fait que je me dis, c'est pas pour tout de suite. Peut-être que le prisme va changer. Je te rejoins parce que si on refait le parallèle avec les échecs tout à l'heure, l'IA existe dans les échecs depuis très longtemps, mais on suit pas j'en connais même pas des stars IA d'échecs, je connais juste des algos, et donc du coup on préfère regarder un match de Magnus Carlsen ou réétudier une partie de Bobby Fischer ou de Karpov ou Kasparov plutôt que de regarder une star IA, un avatar IA échec. Oui, donc, mais pour te challenger, imagine dans 10 ans, c'est Magnus qui a développé son IA et c'est l'IA de Magnus Carlsen contre l'IA. Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression que, en tout cas, le public s'intéresse à des stars. Je sais pas, par exemple, un robot qui jouerait au tennis. Je pense pas que ce sera plus passionnant pour le public que Nadal contre Djoko. Mais après, peut-être que je me trompe. Ça risque d'arriver d'ailleurs. Hein, ça va être marrant. Hein. Ouais. Bien sûr, mais ça empêche que moi, j'aimerais quand même regarder Djoko contre Nadal plutôt que un robot qui va jouer au tennis. Bien sûr. Mais moi, je me demande même si ça reste vraiment de l'influence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ni vécu ni opinion. À quel point, en fait, c'est pas un nouveau concept marketing, même plutôt que de l'influence qui, pour le coup, est porté par un humain? Alors déjà, il y a un secteur dont on n'a pas parlé, alors c'est pas tabou, hein, c'est la parole, c'est l'IA explose dans ce secteur-là. Mais c'est une explosion, c'est des créateurs qui n'existent pas, et là, pour le coup, les gens n'en ont rien à foutre, excusez-moi de l'expression, de savoir d'où elle vient, qui elle est. Ils ont juste besoin de consommer un type de contenu qu'on leur donne, avec des créateurs, pour le coup, là, c'est des fake humans qui sont créés de toutes pièces, contrairement à l'île Michaela où il y a une base d'humains, où c'est de l'IA. Là, c'est des fake humans qui sont créés de toutes pièces de A à Z. Et sur certaines plateformes, comme Mime ou autres, ils génèrent des millions d'euros. Donc déjà, dans cette industrie, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et il y a de plus en plus de fake humans qui apparaissent parce que là, cette notion de on veut connaître sa vie, est-ce que ça va déborder sur le reste et sur le lifestyle? Je te donne un exemple. Sur la beauté, on pourrait tout à fait imaginer que ça soit un avatar avec un visage qui a été vraiment pensé, réfléchi pour parler à un maximum de monde en fonction des pays, sur le marché asiatique, sur le marché européen, et qui va te donner des tutos make-up. Tu te dis, est-ce que ça pourrait pas exploser aussi? Donc, il y a une vraie question, nous, en tout cas. Peut-être qu'il y aura un mix. Moi, je vois pas les créateurs de contenu totalement disparaître. Peut-être qu'il y aura un mix entre, d'un côté, une population qui s'intéresserait à ces avatars et de l'autre, on garderait quand même. Moi, c'est mon sentiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ou peut-être des créateurs de contenu qui utilisent ces avatars parce que beaucoup n'aiment pas passer à la caméra. C'est un premier frein justement pour ce genre de personnes. Mais justement, tu parles des OnlyFans. Moi, j'ai découvert ça hier. J'ai reçu un message sur LinkedIn de quelqu'un qui me dit: est-ce que tu pourrais traiter la sécu des IOF? Qu'est-ce que c'est que ça? Je tape sur Google. Bien sûr. IOF, qu'est-ce que c'est? J'ai découvert qu'effectivement, apparemment, c'est une trend. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un marché colossal. Mais pour te rejoindre, évidemment que aujourd'hui, on prend un exemple. Adèle Exarchopoulos a été pris pour l'ambassadeur de Lacoste. C'est des contrats exorbitants. Elle est partout dans Paris. Évidemment qu'on choisit Adèle pour ce qu'elle a fait, pour les films qu'elle a fait, pour qui elle est, pour ce qu'elle représente. Ça va pas s'arrêter demain, c'est une certitude. Et je pense qu'il y aura toujours des créateurs de contenu qui existeront pour justement pour raconter de vraies histoires aux gens. Je pense que les gens ont besoin d'histoires. Et même aujourd'hui, dans la publicité, on se rend compte que ce qui marche et ce qui marque le plus les gens, c'est les histoires et c'est les émotions. Comment faire passer les émotions avec des fake humains ou des créateurs, des avatars? J'y crois pas trop. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur les prospectives, sur que deviendra dans 5 ans, 10 ans, 20 ans l'IA dans les entreprises. Alors, personne n'a de boule de cristal autour de cette table, mais j'aimerais que chacun partage son sentiment. Alors, Yasmine, pour commencer. Moi, je pense qu'on va aller dans la continuité de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va être un outil qui va être de plus en plus utilisé dans le quotidien,
pour des tâches répétitives, pour analyser des données extrêmement importantes. Ça remplacera pas, en tout cas pas dans la cybersécurité, on va jamais remplacer, à mon avis, maintenant l'avenir nous le dira, des experts en cybersécurité, parce que ça reste quand même un secteur assez délicat, on parle de sécurité, donc il faut quand même une validation humaine derrière. On peut pas laisser une machine qui peut être corrompue, en fait, en réalité, parce que ça reste un outil, prendre des décisions comme ça, de couper, par exemple. Il y a aussi des humains qui peuvent être corrompus quand même. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les insiders. Donc absolument, l'humain n'est pas infaillible, mais voilà, on laissera pas, je pense, la machine prendre des décisions critiques de dépluguer une entreprise parce qu'elle a potentiellement identifié une attaque. Et pour sortir un peu de la cybersécurité, je pense que dans le futur, on va être surpris. Pour moi, l'IA va remplacer les médias. Pour moi, en fait, là, c'est un scoop là. Initialement, les médias, elles avaient deux choses. Donc, on a le canal et le contenu. Donc, le canal, c'était l'imprimerie. On avait des informations qui étaient printées sur des journaux. Donc, elles avaient le contrôle du canal et le contrôle du contenu. Et après, Internet est arrivé, elles ont perdu le contrôle du canal, puisqu'aujourd'hui, en fait, et ça, je vous le dis de la part d'un journaliste d'un grand quotidien qui m'a dit un jour, tu sais, si notre article n'est pas référencé sur Google, on n'est plus visible. Donc finalement, on a des médias qui ont perdu en fait la main sur le canal. Après, on a eu les réseaux sociaux. Et on en parlait tout à l'heure, on a de plus en plus de gens qui s'informent sur les réseaux sociaux. Et il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui montre que entre ceux qui sont âgés entre 18 et 24 ans, vous avez quasiment 30% des jeunes qui vont utiliser ou ramener leurs informations des réseaux sociaux plutôt contre 15% sur les médias mainstream. Donc là encore, on voit que 55 autres un peu partout, j'imagine. Ah bon? Ou ne s'informe pas. C'est possible. Peut-être pas s'informer. Peut-être ne s'informe pas. Et donc, en fait, on est en train de voir qu'il y a eu cette perte de canal. Et tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, et je rebondis dessus. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, moi, maintenant, j'utilise de moins en moins les moteurs de recherche. Je pose la question directement à ChatGPT. Donc là, si je reprends un petit peu la logique que je viens de mettre en avant, demain, en fait, on va utiliser, et on utilise d'ailleurs ChatGPT pour s'informer. Et donc, le canal n'appartient plus aux réseaux sociaux ou aux moteurs de recherche, mais va appartenir directement, en fait, aux IA qui vont devenir les nouveaux médias. Je pense que dans ce que tu dis, puisque tu as parlé des canaux et du contenu, je pense qu'effectivement, il y a potentiellement un réaiguillage du canal, puisque on passe d'un moteur de recherche traditionnel à une IA. Mais ça résout pas forcément la question du contenu. Ok, on va poser les questions à l'IA, mais où est-ce qu'elle va se nourrir? Elle peut te renvoyer vers des médias. Entièrement d'accord, mais on est quand même dans une situation où l'IA est devant. C'est-à-dire que le média, on va pas aller chercher son information sur le site du Figaro, sur le site d'un média. Ça reste le canal pour le contenu après. Alors le contenu, bien évidemment, il faut qu'un contenu soit créé. Je suis tout à fait d'accord. Mais donc, pour moi, à partir du moment où on relègue ça le contenu informatique à partir du moment où on crée et on relègue ça à la deuxième position, il y a un problème. Parce que c'est-à-dire qu'on va pas chercher nos informations directement chez ceux qui créent, en fait, cette information-là. Et donc, de facto, on peut la biaiser. Si on reprend le cas du moteur de recherche de Google, si demain, il estime que tel journal ou telle partie ou tel, parce que voilà, il est plus proche d'une influence que d'une autre, n'est pas intéressante, il vous la supprime des moteurs de recherche. Et en fait, tout simplement, c'est plus une information qui ressort. Oui, après, il y a des techniques de référencement naturel sur les moteurs de recherche permettent d'arriver en bonne position. Et là, il y a une nouveauté qui est arrivée, qui est passionnante, c'est le GSO, c'est le référencement naturel sur ChatGPT, sur Perplexity, et c'est-à-dire de faire en sorte, par des techniques de référencement naturel, que le lien que va envoyer ChatGPT remonte bien aussi, qu'il y a un bon lien entre Google et ChatGPT, pour être bien référencé sur ChatGPT. Et ça, c'est quand on parlait de l'adaptation des agences, c'est un marché énorme. Le marché du GSO qui arrive, sur lequel on se positionne, c'est un marché exceptionnel. Ruben, la prospective, es-tu inquiet pour ton business? Non, inquiet, non. Je suis plutôt confiant. Maintenant, la prospective, c'est juste que l'IA va être intégrée de manière native à toutes les entreprises. En fait, si tu veux, je pense que l'IA va quand même changer énormément de choses, sauf la vision. Et c'est important de se dire que ça, pour le coup, c'est à nous de la garder. Elle va pas forcément. Alors, si il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est certain, mais avec toujours la présence d'un humain derrière. En fait, pour moi, l'IA, ça sera plus un avantage compétitif, ce sera juste la base. Et c'est l'humain qui est derrière qui va faire la différence. Voilà, moi c'est ma vision, c'est comment je vois l'IA dans les prochaines années. Donc plutôt confiant. Moi aussi, je suis confiant, mais pas pour tout le monde. Donc moi, en fait, je suis confiant pour ceux et celles et les entreprises qui vont bien utiliser l'IA. Mais par contre, je suis inquiet pour ceux qui vont prendre du retard dans l'adoption des bonnes embauches, des humains, des bons process et des bons outils IA.
Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle plus d'accélération digitale. Les médias ou certaines entreprises qui n'ont pas pris le virage du digital, on ont subi des conséquences très lourdes. Et je pense que ça va être la même chose avec l'IA. Donc moi, je suis pas inquiet par l'IA, mais je pense qu'il y a une vraie distinction entre ceux qui vont savoir l'utiliser, qui vont l'adopter, qui vont prendre un temps d'avance, et ceux qui ne vont pas le faire. Donc voilà. Et après, pour les sociétés de services, sociétés de conseil, je pense qu'il y a un marché dont on n'a pas parlé, qui est un marché exceptionnel, aussi gros que celui de la cybersécurité, qui est le marché du conseil en IA. C'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'adopter ces nouveaux outils, d'embaucher les bonnes personnes, de mettre en place les bons process. Et donc, pour moi, il y a un marché exceptionnel et qui s'ouvre et sur lequel il va y avoir des énormes success stories pour accompagner les grands groupes dans leur transformation IA. Bah, écoute, moi, je pense que ça va bouleverser le paysage des entreprises de façon générale. Je pense que au niveau de la direction, il y a un vrai enjeu. Je me demande même si demain, le CEO, c'est pas un CTO light, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de comprendre la gestion des données, de restructurer en interne, parce que l'IA, ça va permettre d'aller plus vite, d'être plus transversal, etc. Mais tout en gardant finalement, parce que c'est ce qui va faire la différence, ça va être la vision, ça va être la confiance et ça va être la capacité à donner du sens aux choses et aux projets qu'on mène dans une entreprise. Donc voilà, bien comprendre les enjeux en tant que dirigeant et en même temps garder ce qui motive les équipes et ce qui donne du sens. Donc ouais, l'IA avec de la conscience. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un sujet qui, en tout cas, nous tient vraiment à cœur. C'est l'IA éthique, parce que je le disais au début, toujours dans cette recherche d'équilibre entre les progrès et les atteintes potentielles à toutes les libertés fondamentales. Peut-être, et d'ailleurs, pareil pour la cyber, pour la data. Donc ça, c'est un sujet qui est très important et qui, je sais aussi, t'intéresse beaucoup. L'IA éthique, c'est-à-dire comment on peut encadrer, légiférer pour ne pas porter atteinte aux différentes libertés. Non, oui, évidemment, je pense que on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Déjà, pour commencer, il faut se poser la question de ce qu'on met dans la machine nous-mêmes. Je pense que quand on interagit avec les machines, il faut se demander, tu vois, tu parles de confidentialité, de liberté, faut se demander ce qu'on a envie de partager avec la machine ou pas. Et ensuite, faut qu'on mette en place les garde-fous. C'est comme toujours, toute la technologie a toujours été à double tranchant et ça a toujours été comme ça. Il y a un côté où ça amène une efficacité additionnelle et il y a l'autre côté où il faut se protéger des ravages que ça peut faire si c'est pas contrôlé. Ce sont des outils très puissants. C'est ça le fond de la chose. C'est-à-dire qu'on crée des outils à chaque fois grâce aux technologies qui sont de plus en plus puissants. Avec la puissance vient le fait qu'il faut un permis de conduire, j'ai envie de dire. Et donc le permis de conduire, ça veut dire qu'on met des règles, ça veut dire qu'on l'utilise bien. Tu vois. Je crois que tu es coprésident de France Digital, donc du coup tu accompagnes énormément de startups. Alors quelle est ta vision quand tu les observes? Est-ce que l'IA c'est quelque chose qui va les accélérer, qui va les freiner? C'est sûr que ça va les accélérer. Puis pour beaucoup en plus elles sont actrices, c'est-à-dire qu'elles créent elles-mêmes des outils à base d'IA qui vont servir à d'autres entreprises. Donc ça on le voit de plus en plus. C'est évident. Après la question se pose aussi sur tu vois les moteurs qu'on utilise véritablement. Il y en a pas non plus 50 là pour le coup des moteurs. Tu vois, on parle tout le temps de ChatGPT, on peut parler de Perplexity, de Claude, de machin, de Mistral. Bon voilà. Mais on a pas parlé de Le Chat aussi, c'est vrai. On aurait pu parler aussi Le Chat de Mistral. Ouais. Et à ce propos, est-ce que tu penses, toi qui observes énormément de startups avec France Digital, qu'on peut réussir à créer un OpenAI français? Qu'on peut réussir à créer un ChatGPT français. Alors tu vas me dire, il y a Le Chat, mais avec la même taille que ChatGPT. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, les startups françaises, on sort avant ou en même temps que les Américains. Prends l'exemple de Dailymotion, YouTube ou de Viadeo, LinkedIn, etc. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on n'arrive pas à avoir l'énorme acteur. Oui, alors, je pense que c'est aussi une question évidemment de taille d'investissement aussi. On n'a pas non plus toujours la même allocation de capital, voire même on a toujours une allocation de capital moindre. Après, il y a les questions aussi de gestion des risques. Tu vois, si on parle des véhicules autonomes, aux États-Unis et en Chine, ils ont autorisé beaucoup plus de liberté aux véhicules autonomes pour pouvoir circuler, y compris dans les rues, avec d'autres voitures, avec des gens, avec des ballons, des enfants, des vélos, enfin tout ce qui pourrait être dangereux pour un véhicule autonome. Nous, on a
en Europe, on a pris beaucoup plus la stratégie d'aller développer des véhicules autonomes sur des circuits déjà prédéfinis avec là où il y a personne, presque des rails. Enfin bon, donc résultat, on n'a pas les mêmes véhicules autonomes en Europe que ce qu'ils ont aux États-Unis ou en Chine. Donc c'est un mix des deux, à la fois de vision de capital et aussi de régulation. On revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'état d'esprit d'aller chercher cette innovation et d'aller lui permettre de se développer dans les limites, sans que les limites ne viennent complètement empêcher l'innovation. Et donc, suivant les domaines, le curseur, il est difficile à placer. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup à tous. C'était un tech show exceptionnel. On a appris beaucoup. Je pense qu'on aurait pu parler 5 heures, 10 heures, tellement le sujet est passionnant. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux dans le tech show. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce tech show. Bien sûr, les équipes du Crayon, Amélie, Vanessa, et bien sûr tous nos invités et bien sûr mes collègues Mélissa et Ruben. Et je vous dis à très vite pour un nouveau Tech Show et d'ici là, restez connectés.